Alors d'après vous, qui décide de ce qu'est une innovation? Qui décrète que c'est une innovation? Le marché? Ouais, donc celui qui décrète que c'est une innovation, c'est pas vous, c'est le client. Quand les gens viennent en disant j'ai une innovation, ben j'en sais rien, tant que le client ne l'a pas acheté. Sinon, ça reste une invention, une belle idée, quelque chose de merveilleux, c'est tout ce que l'on veut, mais c'est pas une innovation. Certaines fois, ça peut décaler dans le temps. Il peut y avoir des innovations. Si on prend Internet, ça a été créé il y a 30 ans. Ouais. Un usage militaire au départ. Ouais. Après, c'est devenu l'application. Voilà, mais au départ, on ne peut pas dire que c'était une innovation. Ça l'est devenu ensuite. Et puis, j'aimerais surtout insister sur ce fait qu'une innovation, c'est pas seulement une technologie, c'est avant tout une offre. Puisque finalement, comme c'est votre client qui décide que c'est une innovation, l'offre, c'est ce que voit le client. Vous n'achetez pas la technologie, généralement, des produits que vous achetez. Ce que vous achetez, c'est bien l'offre qu'on vous fait. Imaginons que j'invente un excellent appareil ménager, par un lave-vaisselle, extraordinaire lave-vaisselle avec moins de 0,5 litres, il vous fait toute la vaisselle, mais voilà, cet objet merveilleux, eh ben, il pèse 450 kg. Et on ne peut pas le livrer chez vous. C'est à vous de vous débrouiller, de venir le chercher. Ça, c'est l'offre. Eh ben, ce produit, aussi beau technologiquement soit-il, ben, très certainement n'aura pas de succès sur le marché. Donc n'oubliez pas que l'offre, c'est plus important que le contenu dans le contenu de votre innovation. Et puis aussi, réalisez qu'une innovation, ce que vous percevez ou vous présentez comme une innovation, pour le client, c'est d'abord et avant tout un changement d'usage. Donc ça veut dire que chez lui, ça va lui poser un problème parce qu'il est obligé de changer ses habitudes. Et c'est en fait ça qui crée la résistance que vous pouvez rencontrer à une innovation. Et vous ne pourrez pas introduire une innovation si vous provoquez trop de changements d'usage chez votre client. Il y aura une résistance qu'il faudra combattre et vous pouvez mettre 20 ans pour que cet usage, cette perception de votre innovation commence à être acceptée par votre client. Alors on peut parler aussi d'innovation en termes d'amélioration. Donc c'est très bien, vous pouvez sur un objet quelconque améliorer un paramètre de façon assez importante. Donc ça c'est une très bonne innovation. Sauf qu'il faut bien avoir conscience que c'est une innovation à un coût, parce que la fois d'après, ce changement de paramètre, cette amélioration, elle devient le standard. Donc c'est intéressant si c'est vous qui êtes à l'origine de ce changement, de cette amélioration, parce que vos concurrents vont être derrière vous et vous leur avez imposé un standard plus élevé. Si c'est votre concurrent qui l'a mis en place, ben malheureusement c'est vous qui devez ramer très rapidement pour récupérer et revenir à ce niveau de standard et à ce niveau d'amélioration. Voilà. Alors, en France, on a une chance, on a une éducation nationale très bien. Globalement, on en prend au moins pour 10 ans. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous avez redoublé et puis fini docteur, on en prend pour 20 ans. Donc, c'est pour vous dire qu'on est quand même bien moulé par le système de l'éducation nationale. Or, ce système, il est basé sur une logique fondamentale. Le professeur vous donne un problème. Vous devez donner la réponse attendue, d'accord, au professeur. Il n'y a en général qu'une seule réponse. Vous avez bon, vous êtes récompensé. Vous n'avez pas bon, vous êtes puni. Ce système, d'ailleurs, va se reproduire dans l'entreprise. En général, dans les entreprises, consciemment ou inconsciemment, les managers, les patrons reproduisent ce système scolaire. Et c'est une catastrophe en termes d'innovation, parce que c'est en fait un système qui est excessivement bloquant pour toute la créativité. Il faut bien comprendre que dans la vie réelle, il n'y a pas de problème, enfin, on ne vient pas vous donner un problème. Si vous voulez être innovant, eh ben, c'est à vous d'aller les chercher. Vous devez aller chercher les problèmes. Et vous devez choisir dans ces problèmes ceux qui vous conviennent et qui vont convenir à vos clients. D'accord ? Ensuite, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et il n'y en a aucune de meilleure ou de bonne. C'est à vous de définir et de choisir quelle solution sera bonne pour vous et pour votre client. Donc, dans la vie réelle, les solutions, les innovations, les idées, ça n'existe pas, ça se construit. Ça se fait petit à petit, ça se bâtit.
Troisième petit point, peut-être avant de parler, de vous lancer dans l'innovation, je crois que vous ne pouvez pas faire d'innovation efficace si vous n'avez pas déjà une réflexion sur votre stratégie. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même d'où vous venez, ce que vous êtes, pour savoir où vous allez aller. Il est important que vous définissiez bien les critères de ce qui est votre légitimité par rapport à votre client. Cette légitimité, c'est ce qui va vous permettre aussi d'établir, quand vous allez proposer votre innovation, d'avoir une certaine crédibilité. C'est-à-dire, si vous êtes une entreprise de boucherie et que vous venez ensuite proposer une innovation dans le domaine de l'électronique, il y a des chances pour que les gens ne vous croient pas. Donc vous allez avoir du mal à faire comprendre que ce que vous apportez comme innovation est une vraie innovation. Donc il est important, pour bâtir cette stratégie, que vous puissiez avoir une réflexion sur qu'est-ce que vous êtes comme fournisseur. Est-ce que vous êtes un fournisseur stratégique? Est-ce que vous êtes identifié comme un fournisseur innovant? Est-ce que vous êtes un sous-traitant basique, etc. Quels sont vos clients, quelles sont leurs structures, quels sont vos marchés, quels sont vos concurrents. Alors quand je parle de vos concurrents, ne vous intéressez pas à vos concurrents que vous avez l'habitude de croiser quand vous allez sur les salons et que vous connaissez bien, etc. Intéressez-vous à votre concurrent qui ne sera jamais votre concurrent. Vous êtes une entreprise française, votre marché c'est la France, allez voir ce que fait un Brésilien qui propose le même produit que vous. Avec Internet, maintenant, c'est génial, parce que ça, c'est facile. Donc, intéressez-vous à la façon dont d'autres gens, dans d'autres endroits, proposent des produits qui sont similaires aux vôtres, des services, etc. Et regardez comment ils font. Vous allez peut-être y trouver des choses intéressantes sur la façon de présenter leurs produits et les services qu'ils y associent. Donc, évidemment, quel est votre réseau? Quelles sont vos compétences en interne? C'est-à-dire les gens que vous avez... quels sont leurs niveaux de compétences, qu'est-ce que vous pouvez en attendre et jusqu'où vous pouvez les amener, parce que si vous voulez innover, c'est que vous avez envie de progresser, donc il y a des chances pour que ça génère également beaucoup de changements dans votre entreprise. Voilà. Donc ça, une fois que c'est posé, on va dire et que vous êtes convaincu qu'il faut innover pour votre entreprise, bon, l'idée maintenant c'est, il faut trouver des idées, parce qu'on ne va pas démarrer. Donc il faut trouver des idées, il faut trouver des concepts. Alors moi, je vous propose là, ce soir, 3 petits moyens peut-être de trouver ces fameuses idées si vous n'en avez pas déjà. Donc une approche qui est une approche technologique, orientée sur la techno, une approche par le marketing, et puis une approche plus créative. Avec quand même un maître mot, c'est-à-dire qui traverse un petit peu toutes ces méthodes, c'est l'usage. Intéressez-vous à l'usage que font les gens de vos produits. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est-à-dire comment ils le commandent, comment ils le déballent, comment ils le manipulent, comment ils le prêtent, comment ils en parlent, comment ils le jettent, tout ce qu'ils font avec et avec quels objets ils sont en interconnexion. C'est vraiment le maître mot parce que c'est à partir de ces observations et les techniques que je vais vous montrer que vous pourrez très certainement trouver des idées d'innovation et des idées simples d'innovation. Bon, l'approche technologique... alors, je ne vais pas faire un petit cours sur la trise, mais j'aimerais que vous soyez convaincus que tout objet évolue. Et que ces évolutions, en plus, elles sont décrites par des lois. Et que si vous comprenez comment votre objet évolue, comment il a changé au cours du temps, vous avez une capacité à prévoir, à envisager, imaginer comment il va évoluer dans le futur. Alors, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas convaincu qu'un objet évolue, je vous propose d'aller regarder n'importe quel objet. Alors là, j'ai pris le vélo, prenez un fer à repasser, prenez une épingle à nourrice, prenez un cintre, des objets, une pince à linge, et regardez comment ces objets ont évolué ou changent, et vous allez voir qu'effectivement, les objets évoluent au cours du temps. Alors, il existe des lois, donc je ne vais pas évidemment les décrire, mais la question c'est, alors finalement, très bien, les objets évoluent, mais comment je fais pour savoir comment cet objet évolue? La première chose, voilà, tout simplement, tenez-vous informé, faites de la veille technologique. Donc intéressez-vous au salon, intéressez-vous aux technologies qui sortent, demandez-vous, cette techno, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter? Est-ce que je peux l'intégrer? Quelle est son influence, son impact sur mon produit, sur mon service? Voilà, regardez vos concurrents, écoutez vos fournisseurs, écoutez vos clients. Donc faites ce travail, et ça, la veille,
La veille technologique, c'est quelque chose qui s'organise. Ce n'est pas quelque chose qui se fait par hasard, ça s'organise. Mais c'est un temps important. Si vous voulez innover, c'est un temps qu'il faut se donner. Et puis, je vous l'ai dit, hein, regardez comment vos clients utilisent vos produits. Et pas seulement votre produit, mais la façon dont ce produit est entouré, parce que cet objet, il est en interaction avec d'autres objets. Je veux dire, voilà, cet objet-là, je le pose tout simplement sur la table. Donc finalement, il est en interaction avec la table. Et si c'était la table qui elle-même était intégrait directement le support, ou bien si c'est ça qui devenait une table, et ainsi de suite. Donc interrogez-vous à la manière dont les objets interagissent avec leurs utilisateurs et avec les autres objets qui les entourent. Voilà, je vous propose un petit outil, si vous ne savez pas trop comment innover. Alors, bon, généralement, je prends une bouteille d'eau, j'en ai pas à porter, donc on va imaginer que j'ai une bouteille d'eau à la main. Cette bouteille d'eau, une bouteille d'eau minérale, donc elle a un bouchon, une étiquette et un corps. Hein. Eh bien, on va la placer là. C'est mon produit, donc je le mets là. Voilà. Et je me dis, très bien, ce produit, donc mon produit aujourd'hui, comment il était avant? À quoi ressemblait la bouteille d'eau avant? Elle ressemblait à quoi? Comment elle était la bouteille d'eau avant? Il y a 20 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, comment étaient les bouteilles d'eau? Ben, il y en avait en terre, il y avait des outres, il y avait des amphores, il y avait des bouteilles en verre, il y avait des bouteilles en plastique plus épais, voire opaques. Donc voilà, vous êtes normalement, c'est votre produit, donc vous êtes un spécialiste, donc vous êtes capable de dire comment était mon produit avant. Et puis regardez aussi comment est votre produit, comment il est composé. Donc aujourd'hui, il est composé de plastique, il est transparent, il y a une étiquette, il y a un bouchon. Très bien. Et comment c'était avant? Comment était le bouchon avant? Comment était l'étiquette avant? Comment était la composition, la matière avant? Voilà, d'accord? Donc vous regardez qu'est-ce qui se passait avant. Vous faites la même chose d'ailleurs pour le super système. Alors le super système, c'est en quelque sorte ce qui va interagir sur votre objet. Alors si on prend une bouteille, ben, votre bouteille, il faut par exemple qu'elle soit en pack, enfin je veux dire elle est livrée sur des palettes, donc il faut qu'elle puisse être manipulée sur des palettes, s'empiler, etc. Il faut qu'elle puisse être jetée. Vous avez aussi, c'est une bouteille d'eau, donc c'est un objet alimentaire, donc il y a des normes alimentaires et ainsi de suite qui s'imposent à vous. Vous ne pouvez pas vous mettre de l'eau dans une bouteille et la vendre comme ça. En tout cas, pas en France, même pas en Europe d'ailleurs. Donc ça, c'est aussi, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ben, avant, il y avait des normes sur la teneur en bactéries. Elles ont évolué comment? Il y a 1000 ans, on ne regardait pas trop les bactéries parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Bon. Donc vous faites ce travail de regarder comment c'était avant et donc de regarder qu'est-ce qui a évolué. Et quels sont les paramètres qui ont évolué? Les paramètres fondamentaux. Alors si je prends la bouteille, ben on voit bien qu'avant c'était une bouteille en terre, en peau, puis c'est devenu en verre. Donc on a quelque chose qui est devenu de moins en moins cassant, enfin de plus en plus résistant, puis qui est devenu transparent, par exemple. Donc c'est un paramètre qui a évolué. Donc maintenant on regarde la transparence. Donc il y a ces paramètres-là qui évoluent. On voit par exemple qu'avant, effectivement, on ne faisait pas attention à la teneur, enfin les bactéries qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, au contraire, c'est un produit qui doit pouvoir être hygiénique. Donc la notion d'hygiène est un des paramètres, et ainsi de suite. De regarder comment ça évolue, ça veut dire qu'il y a de très fortes chances que vous repériez comme ça des paramètres qui ont des vraies tendances, et vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est-à-dire demain, essayez de produire une amphore avec de l'eau croupie, et il y a peu de chances pour que vous ayez un vrai succès sur le marché. J'exagère un petit peu, hein, mais il y a des paramètres sur lesquels vous ne pourrez pas revenir en arrière. Sauf à faire peut-être un coup de pub, pourquoi pas, de sortir l'amphore Evian. Bon, mais très certainement que ça ne deviendra pas, ça sera plus un objet vintage, un objet de collection, mais certainement pas l'objet que vous allez vendre tout le temps. D'accord ? Donc ça, voilà, ça c'est un outil qui va vous permettre de vous projeter en regardant la façon dont votre produit a évolué dans le passé, de regarder comment il va certainement avancer à l'étape suivante. Ça va ? Alors, deuxième petite approche,
Donc là, on sort de la techno, là on s'intéresse au marché, ou plus exactement, on s'intéresse au client, on s'intéresse à la manière dont le client perçoit mon produit. Donc pourquoi mon client achète mon produit? C'est-à-dire pourquoi il l'achète à moi? Parce qu'il y a très certainement des chances que vous ayez des concurrents. Donc s'il achète à vous, il ne l'a pas acheté à l'autre. Inversement, quand il ne l'achète pas à vous, c'est qu'il l'a acheté à l'autre. Donc pourquoi est-ce que le client a fait ce choix de ce produit, de mon concurrent? Alors ne me dites pas le prix, parce que là, effectivement, ça réduit énormément le débat. Donc le prix n'est absolument pas l'élément fondamental qui fait que votre client achète. La preuve, hein, c'est que, on va le voir, pourquoi est-ce que vous achetez plutôt une Audi ou un croissant? Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'il l'achète et comment est-ce que je peux essayer de lui créer plus de valeur perçue. C'est-à-dire s'il achète, c'est qu'il est prêt, vous êtes prêt, quand vous achetez quelque chose, vous prêtez une certaine valeur à cet objet. Et donc comment est-ce que vous pouvez vous donner, apporter plus de valeur à votre service ou à votre objet. Alors je vous le disais en préambule, hein, ce que vous appelez une innovation, hein, donc ça c'est le concepteur, hein, ça c'est la vision du technicien. Le client, lui, c'est plutôt un changement. Et c'est même un changement d'usage. Donc pour lui, ça peut être intéressant, mais ça peut aussi être compliqué. Donc ça, c'est une notion aussi qu'il faudra intégrer très tôt dans votre produit et votre innovation. Alors par exemple, hein, si vous êtes dans l'innovation en B2B, ce qui me fait changer, c'est peut-être une innovation, c'est ce qui va carrément peut-être me faire changer de métier ou faire changer la manière dont je fais mon métier. Vous introduisez la soudure, vous êtes passé de la soudure à gaz à un autre type de soudure, forcément votre métier change. Les gens qui sont dans vos ateliers, ils ne sont pas formés de la même manière, ils n'utilisent pas les objets de la même manière. Vous allez peut-être devoir les former ou en embaucher des nouveaux. Donc ça provoque chez vous des changements. Une amélioration en B2B, c'est une amélioration de la performance. Hein. Donc c'est l'objet qui va, si on reste dans le domaine du soudage, souder 2 fois plus vite. Vraiment 2 fois plus vite. Le problème, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une fois que vous aurez habitué le client à souder à une certaine vitesse, vous ne reviendrez pas en arrière. Donc l'étape suivante, il faudra trouver une autre source d'amélioration. Alors je vais parler d'une notion qu'on appelle les facteurs de valeur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le facteur de valeur, c'est la plus petite unité de satisfaction ou de valeur que prête le client à votre produit. Donc un objet, quand vous achetez quelque chose, en fait, vous avez plusieurs facteurs de valeur que vous prêtez à cet objet et qui fait que vous allez l'acheter. Ces facteurs de valeur, c'est bien ce qui fait partie de votre offre. Donc c'est ce que vous vendez. C'est ce que vous offrez, hein, c'est ce que vous mettez dans votre offre. Et c'est ce qui va justifier le prix. Okay. Alors, à ne pas confondre avec les facteurs clés de succès. Donc, les facteurs clés de succès, ce sont les facteurs que vous devez mettre dans votre produit pour qu'il puisse effectivement fonctionner, pour que ça marche. Et ça, par contre, ça fait partie de votre coût. Alors, des facteurs clés de succès, c'est votre produit, il doit être norme CE. Il faudra faire en sorte qu'il soit norme CE. Si en plus vous êtes dans un domaine où il doit passer certaines normes, il faudra acheter ces normes. Pour que votre nouvel objet il fonctionne, il faut l'usiner avec une précision qui n'est pas disponible par vos machines, vous allez devoir investir des nouvelles machines pour pouvoir fabriquer votre nouvel objet. Et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas moi, si vous achetez une boulangerie, vous avez intérêt et envie peut-être d'avoir un parking à côté. Ça fait partie de vos facteurs clés de succès. Mais du coup, vous allez devoir investir, trouver cette boulangerie avec ce fameux parking. Il y a des chances pour qu'elle soit plus chère, donc ça va se retrouver quelque part dans vos prix, et dans vos coûts en tout cas. D'accord ? Donc ne confondez pas, hein, le client n'est pas intéressé, et surtout intéressé par les facteurs clés de valeur. Okay. Alors, bon, facteur clé de succès, donc le prix du pain, enfin le pain, que vous l'achetez en boulangerie ou vous l'achetez au supermarché. Hein. Vous achetez une Audi ou vous achetez une autre marque quelconque. Pourquoi est-ce que vous l'achetez? Eh bien, si vous acceptez de payer la différence, c'est qu'il y a certaines
certains facteurs de valeur qui vous ont apporté de la satisfaction. Mais ce produit, il a aussi des facteurs de valeur qui sont des prérequis indispensables. Je prends le pain, il faut nécessairement qu'il soit frais quand même, hein, qu'il ne soit pas rassis, donc qu'il ait une certaine hygiène, etc. Donc, bon, ça, si vous ne l'avez pas, c'est clair, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir en vendre. Mais ça ne suffit pas. Donc il existe certains facteurs qui font que vous allez avoir envie d'acheter plus tôt et plus cher chez le boulanger. Alors, je ne sais pas, ça peut être effectivement l'accueil, ça peut être l'arôme, etc., que dans le supermarché. Pareil, pourquoi est-ce que vous achetez une Audi ? Parce qu'en fait, il y a des valeurs que vous mettez. Alors, ça peut être la valeur de statut. Hein, voilà, on prête à ce véhicule une valeur sociale, ou simplement parce que c'est qualité allemande. Bon, ça veut tout dire et rien dire, mais dans l'imaginaire, dans votre imaginaire, dans l'imaginaire du client, ça résonne comme quelque chose qui a de la valeur et pour lequel il est prêt à payer un peu plus. Donc, votre produit, il a des facteurs de valeur. Ces facteurs de valeur, ils ne sont pas associés à votre produit à vous, ils sont plutôt associés à un marché. Donc, il faut comprendre quels sont les facteurs de valeur de votre marché. Et ces facteurs de valeur, malheureusement, ils se sédimentent effectivement avec le temps. C'est-à-dire que ce qui, à un moment donné, était considéré comme un plus, devient un normal quelques temps plus tard. Hein, et qu'il faudra très certainement, il faudra nécessairement, trouver des nouveaux facteurs de valeur, hein, pour que votre produit soit vendu et que vous considérez, que votre produit soit dans le top, c'est-à-dire parmi les produits innovants. Donc là, ici, on représente souvent ces facteurs de valeur sous la forme d'un triangle. Hein, comprenez qu'à la base, vous avez des facteurs qui sont les facteurs nécessaires à ces deux champs de l'insatisfaction. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, vous allez créer de l'insatisfaction. Donc là, c'est mort, votre produit, il est fichu. Alors on est essentiellement, justement, dans les notions de qualité, d'essai, les fonctions essentielles. Hein. Je veux dire, vous achetez une voiture, vous l'achetez, si le vendeur il vous dit « Ah, et en plus, elle roule », je dis « Ah bah oui, ça, c'est pas un facteur, hein. C'est une nécessité. Ah, il a 4 roues la voiture, fantastique. » Donc il y a des choses qui sont absolument du prérequis. Ensuite, vous avez des fonctions, vous avez des facteurs qui sont en fait, qui vont créer de l'indifférence. Donc voilà, c'est là, c'est bien, mais ça ne déclenche pas forcément une satisfaction. La voiture, elle a un autoradio. Ouais. Elle a la clim. Ouais. Alors effectivement, il y a 20 ans, elle avait la clim. Maintenant, elle a la clim. Et puis, vous avez sur le top des facteurs de valeur, et c'est évidemment là-dessus qu'on va travailler en innovation, c'est ceux qui provoquent le wow. Qui fait que, ouais, c'est vraiment un truc vachement bien. Alors, je sais pas, ça peut être la super performance, ça peut être des valeurs qui sont associées aussi à votre marque. Donc là, ça se travaille sur le temps, parce que c'est une notion d'appartenance. Vous voyez, Macintosh, Windows, c'est des choses qui, par exemple, travaillent beaucoup aussi, pas seulement sur l'innovation techno, mais aussi sur la valeur, sur l'appartenance, hein, de la marque. Donc voilà. Alors n'oubliez pas que l'inverse de l'insatisfaction, ce n'est pas de la satisfaction. Quand vous avez fini d'être insatisfait, vous êtes simplement plus insatisfait. Vous n'êtes pas satisfait. Okay, donc c'est pareil pour votre client. Donc, Bon, là c'est un exemple, donc vous en trouverez facilement sur Internet. Je vous ai donné un exemple un peu basique. Comment on représente? C'est pour vous donner une idée de la façon dont on va représenter. Vous allez collectionner ces facteurs de valeur, parce que vous ne les connaissez pas. Donc je vais vous en parler, comment on les collectionne. Hein, et puis vous allez les représenter, tout simplement, ici. Hein, voilà, tous les facteurs de valeur que vous pouvez identifier sur votre marché. Vous allez essayer de les classer dans les prérequis, les trucs de satisfaction, et puis ceux qui créent plutôt de l'indifférence. Et puis après, ces facteurs de valeur, c'est un peu les notes de la gamme que vous allez jouer à votre client. C'est tout. Donc vous avez un exemple ici où les différentes, vous avez 3 stratégies où les fabricants ont joué sur les gammes, hein, de façon différente.
Là, oui. Bah, elle s'est mise à des prix voire très bas en termes de qualité vidéo et de stockage, par exemple, hein, de stockage des données. Par contre, elle a énormément joué sur les jeux et sur le fait que le joueur est beaucoup plus en interaction, par exemple. Inversement d'un autre type de box. Donc vous allez, pareil, faire de la même chose avec votre produit. Vous allez regarder quels sont les facteurs de valeur, vous allez vous positionner, puis vous allez commencer à faire des choix. Et souvent, d'ailleurs, quand on observe des marchés, quand on observe des gens qui ont des entreprises, bah, en fait, elles jouent toutes la même gamme, se suivent. Donc forcément, pour le client, c'est la même musique. Donc la musique entre l'un et l'autre, c'est la même. Donc après, effectivement, ce qui reste, c'est le prix. Donc si vous jouez, vous positionnez différemment, en rupture par rapport à vos concurrents, tout simplement, peut-être en jouant, rien qu'en jouant sur les facteurs de valeur. Le low cost, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ok ? Les self-service, d'habitude, quand on va au restaurant, on se fait servir. Bon, bah là, on a fait des trucs, on a dit, maintenant, tu veux bouffer, tu te sers. Et ça marche. Donc, comment on va trouver ? Eh bien, on va écouter. Voilà. Écouter ses clients, écouter ses clients mécontents, écouter ses non-clients, pourquoi ils n'ont pas acheté. Évidemment, on va écouter ses concurrents, on va écouter ses fournisseurs, donc on va écouter son marché, et puis on va s'intéresser voilà, aux tendances, à qu'est-ce qui se passe, et on va récupérer toutes ces informations petit à petit, et on va se dresser sa liste de facteurs de valeur, et on va commencer à se dire bah, sur quoi et comment je vais jouer ma gamme. Ok ? Alors, troisième approche. On va dire que, bon, la techno, c'est pas votre truc. Les facteurs de valeur, ok, mais c'est long. Et puis, vous avez peut-être envie de trouver d'essayer une nouvelle technique, autre technique, pour essayer d'avoir des idées, des concepts. L'approche créative. Voilà, je vous propose voilà, 3 petits outils, enfin, plus les 3 petits mots, les mots qui dérangent. Donc, le premier, c'est mes habitudes. Voilà. Collecter tout, à chaque fois que vous entendez, dans vos ateliers, dans votre entreprise, chez vos clients, j'ai l'habitude de on fait comme ça. Ça a toujours été comme ça. Voilà. C'est bien, mais pourquoi ça changerait voilà. Donc vous les collectez hein, pour repérer les habitudes de votre marché et vos propres habitudes aussi. Donc les habitudes de vos marchés, les habitudes de vos commerciaux, les habitudes de vos clients et vos propres habitudes. Deuxième petit mot qui dérange, les impossibles. Donc là, c'est pareil, on écoute. Chaque fois qu'on vous dit, c'est pas possible, ça n'a jamais marché, on a déjà essayé, mais c'est pas possible. Voilà. Donc, chaque fois que vous entendez la petite musique de l'impossible, dans vos ateliers, chez vos clients, chez vos fournisseurs, collectez ces petits impossibles, faites-en des post-it et mettez-le. Colonne, les impossibles que j'entends, ou que je crois d'ailleurs. Parce que vous êtes aussi peut-être vous-même persuadé d'avoir des impossibles. De même que vous pouvez vous interroger sur vos propres habitudes en tant que chef d'entreprise. Le dernier, beaucoup plus dur, hein, les évidences. Alors les évidences, pas évident de mettre en évidence les évidences, évidemment. Comment on repère des évidences ? Là aussi on écoute. En général, vous avez pas de réponse. C'est comme ça. Ou alors des réponses épidermiques. Vous n'imaginez pas, c'est pas possible. Alors c'est pas le même. L'autre c'est pas possible. On a déjà essayé. Là c'est pas possible. On sent que c'est quelque chose qui vient des tripes. C'est un impossible qui vient des tripes. On vous renverra à des règles morales aussi. Voilà, donc règles religieuses ou morales, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui, on ne le fait pas. Donc vous touchez souvent à des choses sensibles. Donc repérez également ces évidences. Évidences, vous en connaissez des évidences ? Par exemple, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que les gens prennent des congés payés. C'est évident. Sauf qu'il y a 150 ans, c'est pas évident. Hein. Enfin, payer quelqu'un à rien foutre, c'est un truc
qui n'est pas concevable. Et pendant des milliers d'années, ce n'était pas concevable. Donc il y a bien une énorme réflexion et un très très grand changement d'usage pour remettre en cause cette évidence. Et on a appelé ça un progrès social. Ouais. C'est évident qu'on s'arrête le samedi et le dimanche. Ouais. Bon, demain, on s'arrêtera le lundi et le jeudi. On a toujours 2 jours de congé dans la semaine. Hein. Donc ça ne change rien. Donc essayez de proposer ça. Imaginez un parti politique qui propose maintenant cette nouvelle règle, ou chef d'entreprise qui dit maintenant, voilà, on s'arrêtera de bosser le lundi et le jeudi, et vous allez vite comprendre ce que c'est qu'une évidence. Voilà. Donc, mes habitudes, vous les remettez en cause, et si jamais on faisait autrement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Creuser les impossibles. Donc quand les gens disent c'est impossible, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Il faut démonter le mécanisme pour regarder d'où vient vraiment la sensation d'impossible. Et puis revisiter vos évidences. Hein. Voilà. Essayez de revoir. Et si jamais on changeait carrément nos évidences. Ça va? Alors, on va dire que maintenant, vous avez, grâce aux petits outils que je vous ai donnés, des concepts, des idées, donc vous allez les mettre en œuvre. Ok? Et là, on va s'organiser, donc il faut mettre les choses en œuvre, donc on va s'organiser. Donc là, je suppose que vous reconnaissez assez bien une organisation de projet classique. Donc en général, on confie ça, on va dire, à la R&D ou ce qui fait office de R&D, puis on va le passer donc à ce qui fait office de bureau d'études, voilà, les ingénieurs de bureau d'études, la production, et puis on va commercialiser l'objet ou le service. Ça va? Et puis vous avez en général donc des fonctions pilotes sur ces étapes, et puis des fonctions support à différents moments. Voilà. D'accord? Je ne détaille pas parce que c'est très connu, c'est très classique, vous en avez des bouquets entiers. Donc ça, c'est la très bonne recette pour rater un projet innovant. Ça marche bien. Ça marche bien pour les projets classiques, quand vous savez ce que vous faites. Quand c'est votre produit habituel, quand vous avez juste à changer, vous répondez aux commandes classiques de vos clients. Si vous êtes dans un projet innovant, ça c'est catastrophique. Presque sûr d'aller dans le mur. C'est un peu ce qui fait la difficulté de l'innovation. Parce qu'effectivement, un des gros enjeux de l'innovation, c'est la mauvaise organisation. C'est une des principales causes d'échec de l'innovation. Donc voilà, il y en a des études qui montrent un certain nombre de causes d'échec. Voilà, je ne vais pas vous lire la liste, mais vous voyez que dans ces causes d'échec, il y en a plusieurs en fait, qui sont le cœur, qui touchent à l'organisation du projet. Et si vous les cumulez, ça devient en fait la première cause d'échec en général d'un produit innovant. La première, c'est quand même l'étude de marché inadéquate. Donc, je vous rappelle, le client, c'est celui qui décrète que c'est innovant. Voilà, c'est quand même lui d'abord qui doit être convaincu. Parce que ça ressemble plus à un projet innovant en fait. C'est-à-dire que effectivement, vous avez tout intérêt à mettre très rapidement toutes les fonctions en interaction les unes avec les autres. Parce que si vous faites un projet innovant, c'est que vous ne savez pas bien ce que vous êtes en train de fabriquer. Et je vous l'ai dit, les idées, ça se construit. Donc ce que vous avez imaginé au départ, ça risque de bouger, etc. Donc il va falloir négocier, il faut effectivement casser peut-être certaines habitudes. Le pire, c'est les gens qui vous disent « Ah ben non, on fait comme ça d'habitude ». Ah ben non, mais vous êtes dans un projet innovant. Donc là, justement, on va peut-être pas faire pareil, parce qu'on est en train de faire un truc différent. Et donc vous avez, alors évidemment j'ai fait exprès de créer une sorte de toile d'araignée. Enfin, l'idée c'est que vous devez avoir vos fonctions qui sont toutes en interaction. Alors c'est vrai que dans une PME, on va dire que la finance, le commercial et les achats, c'est souvent le même bonhomme. Mais bon, il faut qu'il arrive à négocier avec lui-même. Mais c'est souvent difficile. Avec toujours quand même dans cette réflexion collective de l'entreprise, non pas séquentielle, mais bien ensemble, le client qui est au milieu. De toujours se reposer la question, est-ce que ça va correspondre, est-ce que ça va satisfaire notre client? Et non pas moi parce que je suis le technicien, moi parce que je suis le directeur des achats, moi parce que... D'accord, ça c'est bien, mais il y a quand même d'abord et aussi, avant tout, le client. D'où l'intérêt d'avoir quand même un chef de projet, quelqu'un qui va aider un petit peu à organiser effectivement
ces interactions qui ne sont pas séquentielles, mais qui sont multiples. Et puis aussi une direction, un chef d'entreprise, qui peut-être va pouvoir prendre du recul, mais pouvoir garder et maintenir la motivation de ses troupes, parce que des fois on s'y perd un petit peu. Donc maintenir l'objectif, maintenir la motivation et prendre les décisions. Voilà, de quand même à un certain moment fixer un certain nombre de caps de choix. Stratégie, je vous l'ai dit au départ, stratégie. Ok ? Donc, quand on innove aussi, et je vous l'ai dit, c'est l'organisation qui est quand même un des points clés d'un projet innovant, il vaut mieux anticiper avant. Et pour anticiper avant, avant de faire des prototypes, on fait des maquettes. Donc la catastrophe, c'est que les gens ont une bonne idée et ils se précipitent pour faire un prototype qui va devenir quasiment l'objet qui va être vendu. Or, là, c'est une erreur, parce que le prototype, c'est effectivement ce qui permet de vérifier que ça fonctionne, etc. Mais si votre objet, et vous le prévoyez quand même pour qu'il soit produit à peut-être 1000, 2000, 5000, 10 000 unités par mois, par an, que sais-je, suivant votre projet, c'est 10 000 fois, 20 000 fois, 100 000 fois, avec zéro défaut. Zéro défaut, parce que sinon il n'y a pas de rentabilité. Donc vous devez le concevoir dans cette optique-là. Or, le prototype, il est juste conçu, souvent, pour valider le concept, pour faire des études de faisabilité. Pas du tout prévu dans une optique de construction à 10, 20, 100 000 exemplaires, avec zéro défaut. Ouais. Donc vous avez tout intérêt à d'abord travailler sur des maquettes, aller vérifier avec votre client que visiblement il est prêt à acheter, que ça résonne un peu chez lui. Je vous ai dit, vous allez changer son usage. Donc il faut que la personne, le client, il soit prêt à changer, il se projette dans votre projet aussi. Et ensuite, vous allez passer à des étapes de proto. Et dans ces étapes de proto, vous avez tout intérêt à commencer par mettre vos ouvriers dedans. Ce n'est pas les BE qui font les protos. Les BE, ils font ce que disent les ouvriers. Parce que c'est l'ouvrier qui va le faire. Et c'est lui qui va vous coûter. C'est lui qui coûte. Il coûte. Plus exactement, c'est lui qui crée la valeur. Donc, vous avez tout intérêt à l'écouter. C'est lui qui va vous dire comment faire le maximum de valeur. Et ensuite, les ingénieurs, les BE, etc., ils vont mettre en musique, ils vont mettre effectivement en état ce que vous avez conçu, ce que vos ouvriers et vos ingénieurs ont conçu. Donc ça, c'est fondamental. Alors, donc l'organisation, point central dans l'innovation. Moi, le deuxième point central que j'aimerais soulever, c'est souvent la propriété intellectuelle. Alors, la propriété intellectuelle, quand on parle d'innovation, les gens pensent brevet. Voilà. Il n'y a pas que ça. Alors, le brevet, c'est un élément de la propriété intellectuelle. Et plutôt que de parler d'ailleurs de de brevet ou de propriété intellectuelle, il serait plus intéressant de parler de stratégie de propriété intellectuelle. Parce que la propriété intellectuelle, on va dire que c'est plutôt une arme. Imaginez que vous ayez un verger avec un pommier, des pommiers et des pommes. Votre but, ramasser les pommes. Voilà, profitez de vos pommes. Bon. Voilà, votre verger, pas de barrière, rien. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il y a de fortes chances pour que certaines pommes disparaissent, voire toutes les pommes disparaissent. Et là, vous pouvez toujours essayer d'aller vous plaindre, personne ne vous écoutera. Okay. Maintenant, vous mettez un panneau propriété privée, vous mettez une sorte de barrière, et puis après, vous êtes un peu plus méchant, vous mettez une barrière, des barbelés, une barrière électrique, un chien, et puis vous prenez un fusil, des cartouches, du gros sel, voilà. Là, vous avez des chances de garder beaucoup plus de pommes. Imaginez un peu la propriété intellectuelle comme étant ce genre d'arme, ce type d'arme. C'est-à-dire que, alors évidemment, dans une entreprise, vous ne pouvez pas, dans une petite entreprise, vous ne pouvez pas vous doter de tout, le chien, le barbelé, le pistolet, etc. etc. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir faire des choix, d'où cette notion de stratégie. Ok ? Donc, c'est une arme, la propriété intellectuelle, que vous devez considérer en fonction de ce que vous voulez faire. Et ce n'est pas que se protéger,
la propriété intellectuelle. Ça sert aussi à attaquer. Ça sert aussi à bien emmerder ses concurrents, c'est utile, et ça sert beaucoup à se valoriser, à valoriser son entreprise. Et quand vous achetez une entreprise, d'ailleurs, ben vous avez intérêt à faire un petit audit de propriété intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, des gens qui achètent des entreprises et s'aperçoivent qu'ils ne possèdent même pas la marque qu'il y a dedans. Voilà, parce qu'on croit que vous possédez la marque. En fait, vous ne possédez pas la marque. Enfin, si vous n'avez pas fait un petit bilan et vérifié derrière que vous pouvez ne pas posséder un certain nombre de choses. Il y a des choses qui tombent par exemple sous le nom du droit d'auteur, et peut-être que l'entreprise, si elle n'a pas mis en place les moyens de récupérer ces droits d'auteur, et ben en fait les objets ou la marque, etc., ou le dessin ne vous appartiennent pas. Pas forcément, même si c'est vos employés. Donc, il va falloir que vous meniez aussi une réflexion sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire, et quels sont mes moyens, mes ressources, et qu'est-ce que je veux. Pour pouvoir définir quand même ce que vous allez faire. Des fois, on dépose des brevets, comme je vous l'ai dit, ça peut être pour emmerder le concurrent. Un brevet, ça n'a d'intérêt que si vous pouvez le défendre. Si vous déposez un brevet, vous payez des royalties, vous êtes incapable d'aller devant un tribunal pour vous battre, pour empêcher votre concurrent d'utiliser votre brevet, il ne sert à rien votre brevet. Il ne vous sert à rien, sauf que vous perdez de l'argent. Par contre, vous pouvez aussi déposer un brevet une année et ne plus payer. Ça tombe dans le domaine public, mais au moins vous n'êtes pas emmerdé par votre concurrent, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va vous prendre le dessus, et puis vous pourrez toujours après, auprès de vos clients, communiquer en disant « je suis l'inventeur de », et regardez, les autres ne font que me copier. Et là, je suis dans une autre stratégie. Okay, je l'utilise comme étant plus dans la communication. J'ai détourné... Donc il existe pas mal de moyens d'utiliser la propriété intellectuelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment, avant, que vous portiez une réflexion sur ce que vous voulez faire. Et après, vous pourrez aller voir les spécialistes en disant « monsieur, moi je voudrais faire ci ». Et là, vous aurez des conseillers en propriété intellectuelle, INPI, on va en parler, des avocats qui vont vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, comment le faire, etc. Mais c'est d'abord à vous de le définir. Sinon, vous allez vous faire embarquer dans des trucs sur lesquels vous n'aurez pas de prise. Alors, la propriété intellectuelle, on l'a dit, ça parle des brevets. Ok, mais il n'y a pas que ça. Donc ça parle de certificats, d'utilité, de marques, de modèles, de droits d'auteur, les logiciels, enfin j'en passe, c'est un droit très compliqué d'ailleurs, c'est même plus compliqué que le droit du travail, donc comme ça... donc là vous avez tout intérêt aussi à aller voir quand même des avocats, des gens spécialisés pour le faire, même pour déposer une marque, je vous conseille d'aller voir plutôt des avocats. Mais il n'y a pas que ça. Et la propriété intellectuelle, ça vous donne des titres, mais il faut se battre pour utiliser ces titres. Enfin, vraiment, il faut se battre. Donc des fois, ce qui marche mieux que la propriété intellectuelle, c'est la concurrence déloyale. Donc il y a tout un pan juridique qui est parfois beaucoup plus efficace, et même beaucoup plus rapide, parce que beaucoup plus simple, qu'on appelle la concurrence déloyale. Parce que même... vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, même si vous n'avez pas déposé de brevet, on ne peut pas non plus utiliser votre nom, on ne peut pas utiliser vos objets, on ne peut pas vous copier de façon totalement, sans être, de façon impunie. D'accord ? Donc vous devez aussi penser qu'il y a des leviers que vous pouvez utiliser qui sont liés plutôt au droit du commerce, et pas seulement dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et puis il y a le secret. Le secret aussi, c'est vachement bien le secret. Sauf que il s'organise le secret. Il ne suffit pas de dire je vais pas faire je vais me taire, je ne vais pas déposer de brevet, etc. Oui, mais si vous ne l'avez pas protégé, c'est foutu. Par contre, si vous l'avez protégé et que vous êtes capable de montrer que pour qu'on vous ait volé, pour que la personne elle ait ces informations ou ces objets, elle n'a pu l'avoir qu'en venant vous piller, c'est-à-dire de façon un peu illégale, elle est venue vous chercher, les récupérer de façon illégale, alors vous avez des moyens d'action. Mais pour ça, vous devez l'organiser. Et l'organiser à travers vos contrats de travail, vous devez l'organiser à travers votre règlement intérieur, à travers les moyens que vous mettez en œuvre pour protéger ce secret. Ok ? Sinon, faire un secret qui est posé sur la table, ce n'est pas un secret. Et puis, vous avez aussi le savoir-faire. Votre savoir-faire aussi, ça fait partie de votre propriété intellectuelle. Il y a le coup de patte, le truc, les astuces, et tout ça qui fait que, à la limite, quelqu'un qui n'est pas au courant de ces astuces, même si vous le brevetez,
D'ailleurs, quand on dépose un brevet, on ne dépose jamais les trucs et les astuces qui vont avec. Hein. On dépose le brevet, et puis en fait, sans ces petits trucs, sans ces petits coups de patte, des petites astuces, et ben en fait, vous êtes incapable de le mettre en œuvre. Ouais. Ou alors, il vous faudra les acquérir par avoir les ouvriers spécialisés, l'expérience, etc., etc. Mais ce savoir-faire aussi, lui aussi, il s'enregistre. Hein. Sinon, il s'évapore. Sinon, comment vous faites pour le vendre? Comment vous faites pour montrer à vos futurs, par exemple, à votre preneur, ou vous qui voulez acheter, comment est-ce que les gens vous disent, ouais, mais j'ai du savoir-faire. Bon, il est où? Il est comment, ce savoir-faire? Il est dans les gens. Ouais, mais si les gens partent, voilà. Donc, collectez les preuves. Vous faites de l'innovation, derrière, vous devez collecter les preuves. D'ailleurs, pas seulement si vous faites de l'innovation, mais en tout cas, si vous en faites, important. Collectez les preuves, donc collectez les preuves, par exemple, que vous êtes bien le créateur, enfin, que l'entreprise est bien créatrice. Pour ça, vous avez des outils, le cahier de laboratoire, par exemple, les enveloppes solo, qui permettent de dater de façon sûre qu'à un moment donné, c'est bien vous avez eu cette idée. Ce qui permettra aussi peut-être de vous protéger contre des gens qui vont vous attaquer, parce qu'ils ont été plus rapides que vous, hein, parce qu'à un moment donné, ils peuvent être plus rapides que vous, et vous pourrez quand même démontrer que vous êtes de bonne foi et que vous aussi, vous avez eu ces idées-là avant eux. Ouais. Sinon, vous êtes foutus. Voilà, donc collecter des preuves d'utilisation. Il ne suffit pas parce qu'on peut vous déposséder de votre objet si vous ne l'utilisez pas. Vous n'utilisez pas une marque, on vous dépossède de votre marque. On peut vous la prendre. Donc, collectez les preuves que vous les utilisez. Collectez les preuves que vous vous êtes bien protégé. Collectez les preuves de vos contrats, de ce que vous passez, des choses que vous faites avec vos gens aussi. La manière dont vous leur demandez de conserver ce secret, de ne pas, de ne pas le faire. Donc il y a le droit du travail vous donne certaines choses, mais pas toutes les choses. Okay. Le droit d'auteur, par exemple, quelqu'un vous fait des dessins pour vous, dans de nombreux cas, il est propriétaire du dessin. Il a un droit dessus qui est le droit d'auteur. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors, on innove, on est pas mal organisé, on a prévu sa stratégie de propriété intellectuelle. Bon, les ressources techniques, parce que vous êtes en train d'innover, donc a priori, vous êtes quand même aussi en dehors de votre propre champ de connaissances. Ouais. Parce que si vous innovez uniquement dans votre champ de connaissances, tout comme vos concurrents, il y a des chances pour que ce soit pas plus innovant que vos concurrents. Donc c'est que vous êtes allé un petit peu au-delà de ce que vous savez faire, ou de ce que vous connaissez. Et là, vous avez tout intérêt à aller chercher des ressources techniques externes. Alors on peut toujours embaucher des gens, bon, ça c'est une façon de le faire, qui vont vous faire un apport, mais vous pouvez aussi, et en Rhône-Alpes, on a plein de ressources techniques disponibles. Alors c'est un peu la jungle, c'est pas toujours facile à trouver les bonnes ressources actives, etc., mais enfin il y en a. Donc il ne faut surtout pas se priver d'essayer au moins de les interroger. Alors, je ne fais pas une liste, hein, je cite rapidement ce que vous avez. Évidemment, vous avez les universités, ou les grandes écoles, vous allez y trouver des experts, vous allez y trouver des laboratoires, vous allez y trouver éventuellement des étudiants qui vont faire des travaux pour vous. Vous avez les instituts Carnot, donc là vous allez pouvoir faire monter des partenariats de recherche, hein, donc c'est des gens qui vont vous permettre qui vont faire du transfert de technologie. Vous avez les plateformes technologiques, donc il y en a pas mal hein, sur Rhône-Alpes, déjà il y en a une vingtaine, et j'ai pris que Rhône-Alpes, hein. J'ai pas pris même pas la France, hein. J'ai pris que Rhône-Alpes. Voilà, vous allez y trouver des moyens techniques, vous allez y trouver aussi des experts, vous pourrez faire des essais, vous pourrez demander des choses. Vous avez les Living Labs, donc ça c'est assez nouveau, ça c'est intéressant, ce sont des laboratoires, on peut faire des tests clients. Alors il n'y a pas tous les domaines, hein, mais il y en a un certain nombre de Living Labs. Vous avez les centres techniques industriels, donc si vous êtes par exemple dans la mécanique, bon, quand même le CETIM, si vous êtes dans la plasturgie, il y a le centre de la plasturgie, hein, et puis vous avez des centres de recherche fondamentaux dans les grands centres, l'INSERM, le CEA. Donc là vous avez accès à des technologies effectivement assez en avance. Pour une PME, bon c'est pas toujours facile de travailler, mais enfin il y a plein d'idées, et puis il y a aussi aujourd'hui, ils sont quand même très intéressés pour diffuser au maximum leur technologie, même auprès des PME. Donc il y a des possibilités. Et puis derrière tout ça, vous avez en plus des gens qui sont des médiateurs.
Alors les médiateurs, la CCI hein, ou la CMA, qui sont des médiateurs qui vont vous permettre d'avoir accès à ces ressources techniques ou technologiques. Les clusters, les agences de développement, la DERLI, la EPI si vous êtes à Grenoble, les réseaux de valorisation près des grandes écoles par exemple, qui aussi sont là pour aider. La SAT, qui est nouvellement créée, Société d'aide au transfert technologique. Hein. Voilà, des comités de recherche, Jessica, TESAM, Jessica par exemple, c'est Captronic, c'est des gens qui vous êtes si vous êtes dans l'électronique par exemple, une association. Donc vous avez beaucoup de moyens. Il y a quelque chose dans le BTP? Et je vous donne, oui, vous avez les grands ateliers, par exemple. Les grands ateliers, vous irez voir leur site, par exemple, si vous êtes dans le BTP, c'est intéressant. Vous ne parlez pas des pôles de compétitivité? Je les ai pas, ils sont pas marqués là. Je les ai oubliés. Donc vous avez aussi, c'est plutôt des médiateurs les pôles de compétitivité. Hein? Ah oui, vous avez raison, je n'ai pas noté. Cluster 1, Technopole, Alimentec, oui. Les pôles de compétitivité, ils n'ont pas tellement de moyens, ils sont là pour mettre les gens en réseau. Hein. Ok. Oui, mais il y a beaucoup de PME qui Donc, intègrent ces pôles actuellement. donc c'est un moyen de faire du réseau et de faire des projets. Et deuxièmement, je vais en parler juste après d'ailleurs, l'intérêt... Pardon, j'ai oublié de... Excusez-moi. Donc si, comme je n'ai pas fait la liste, hein, vous allez sur le site de l'ARDI. Le site de l'ARDI, ils ont une cartographie des moyens d'innovation, des acteurs de l'innovation en Rhône-Alpes, qui est pas mal. Parce que vous y retrouvez à peu près tout. C'est pas mal fait. Voilà. Et puis, on va aborder le dernier sujet, les sous. Ressources financières. Parce que innover, dès qu'on dit aux gens il faut innover, la première chose qu'ils pensent, c'est quelles sont les subventions, quels sont les sous pour innover. Alors, ressources financières. Certes, il faut des sous. Là, c'est pareil. Hein. Avant d'aller chercher les sous, il faut quand même bien réfléchir. Qu'est-ce que je veux? De quoi ai-je besoin en termes d'argent? De combien j'ai besoin? Il n'y a pas pire que les gens qui ont une bonne idée, qui vont essayer de récolter des fonds, mais pour être sûr, ils vont sous-estimer. Donc au lieu d'avoir, ils auraient besoin de 150 000, mais ils se disent à 150, je ne vais jamais y arriver. Donc je vais essayer de demander 100 000, ils arrivent à grappiller 100 000, et puis ils se lancent, et puis évidemment, il leur faut 135 000, 150, 155 000, donc ils crèvent, quoi. Voilà, ils ferment boutique. Il y en a qui va à plat. Je fais partie d'un comité de fonds d'investissement, donc on en voit beaucoup. Les projets sont mal calibrés. Donc si vous n'avez pas les moyens, si vous ne pouvez pas lever les fonds nécessaires, n'y allez pas, vous allez vous planter. Et vous allez planter votre boutique. N'investissez que dans l'innovation, c'est un risque. Une entreprise, ça prend des risques. Maintenant, ne prenez pas des risques qui mettent en danger votre entreprise, de façon absurde. Okay. Et donc, si vous avez besoin de 100 000, 200 000, 400 000 euros, 1 million pour innover, il faut 1 million. Si vous n'arrivez pas à les avoir, ne partez pas. Trouvez un autre moyen, trouvez-vous des partenaires, augmentez vos fonds propres avant de partir. Même si c'est une super bonne idée. Même si c'est une super bonne idée. Bon, alors, des sous, c'est pareil, il y a pas mal de dispositifs pour trouver de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de subventions, c'est pas vraiment de la subvention, mais il y a pas mal de dispositifs pour aider les entreprises dans le domaine de l'innovation. Par contre, il y a beaucoup de critères. Et là, quand on a commencé à croiser un peu tous les critères, ça réduit un petit peu la fenêtre de ces fonds, de ces dispositifs financiers disponibles. Alors les paramètres, est-ce que vous êtes une entreprise en création, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes là, ça fait moins de 8 ans, plus de 8 ans, ou plus de 3 ans, des fois, de 5 ans, ça dépend. Quel est votre niveau de fonds propres? Il y a beaucoup d'aides qui sont limitées à vos fonds propres. Donc vous avez 45 000 euros de fonds propres, on ne va pas vous prêter 200 millions, hein. C'est clair.
Voilà, est-ce que vous êtes dans des projets collaboratifs? Est-ce que vous partez seul? Est-ce que vous êtes avec d'autres entreprises, des entreprises européennes? Est-ce que vous intégrez ou pas des laboratoires publics, privés, des instituts Carnot? Donc tous ces paramètres donc, rentrent en compte pour vérifier, pour voir à quel type de financement vous êtes éligible. Donc le premier des financeurs, enfin pas des premiers des financeurs, mais enfin un auquel il faut penser évidemment, la CCI. Donc vous avez là c'est plutôt de la subvention d'ailleurs au niveau de la CCI, Innovisi, prestation technologie réseau. Typiquement, c'est une subvention qui vous subventionne la moitié de ce que vous allez engager comme frais. D'accord? Et dans un plafond de 8 000 €, je crois. Voilà. Donc si vous avez besoin, si vous dépensez 32 000 €, bah en fait, vous aurez une subvention de 8 000. D'accord? Et si vous dépensez que 10 000 €, bah, on vous passera que 5 000. Voilà. D'accord? La BPI, donc quand même, quand on pense innovation, pensez BPI, parce que c'est un peu son job. Alors là, vous y trouvez des avances remboursables, des prêts, des garanties. Pardon. Le conseil régional ou général. Donc il y a, suivant les régions, des aides spécifiques. Des fois, vous avez voilà, des aides pour développer une région. Et puis aussi, ils sont souvent dépositaires des fonds européens, des fonds FEDER. L'ADEME, si votre projet touche des économies d'énergie, le recyclage, enfin un des thèmes de l'ADEME, là il y a des aides aussi auprès de l'ADEME. Si vous développez votre entreprise, votre projet innovant, derrière vous avez besoin d'agrandir votre entreprise, et ben, vous avez par exemple la possibilité d'avoir des diagnostics aidés pour vous aider à savoir quel type de chaudière à mettre en place, voilà, pour réduire votre consommation d'énergie. Les pôles de compétitivité, donc c'est là où j'en parle, parce qu'ils n'ont pas de sous vraiment. Hein. Alors ce n'est pas eux qui ont les sous. Hein. Par contre, il y a des fonds, vous n'y avez pas accès si vous n'avez pas le tampon d'un pôle. C'est eux qui labellisent le projet, donc vous êtes un peu obligé de passer par là. Eux, ils sont souvent dépositaires, enfin ils vous aident, ils ne sont pas dépositaires, mais ils vous aident dans le cadre des fonds uniques interministériels. Voilà. Les banques, bah oui, parce que les banques, c'est quand même aussi la ressource, elles vous prêtent. Et même, il y a des banques qui ont des fonds spécifiques à l'innovation. Voilà. Donc, vous avez des fonds d'investissement. Donc, les banques ont certains fonds d'investissement. Voilà. Là, ça va être surtout pour augmenter vos fonds propres. Voilà. Donc là, évidemment, vous vous trouvez avec un partenaire. Enfin bon, ils sont pas toujours, ils sont gentils, hein, pas toujours méchants. Et puis le ministère des Finances. Ministère des Finances, parce que c'est là où vous avez le dispositif de crédit impôt recherche, essentiellement. Alors ministère des Finances et ministère de la Recherche pour la partie crédit impôt recherche, ministère de l'Industrie pour la partie crédit impôt innovation, qui est en train de se mettre en place. Donc là, vous avez le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante, auquel vous pouvez éventuellement avoir droit, faire les rescrits, et qu'est-ce que c'est le dernier point? L'agrément CIR. Donc voilà, donc agrément CIR, vous pouvez aussi, si vous êtes agréé CIR, vos prestations, ce que vous allez apporter à vos clients, et lui est intégré dans son enveloppe crédit impôt recherche. Donc c'est vrai que ça... Le rescrit, ça vous permet, si vous faites du crédit impôt recherche, ça vous permet de valider avant que le projet que vous présentez va être accepté par le ministère de la Recherche comme étant un vrai projet. D'accord ? Parce que le crédit impôt recherche, c'est du déclaratif. C'est déclaratif. Moi, je connais des gens qui prennent le risque. Ils déclarent, ils touchent les sous. 3 ans plus tard, on n'a rien dit, ni vu ni connu. C'est de la fiscalité. On est dans la fiscalité. Mais c'est associé à un projet de recherche. C'est associé à un projet de recherche. Comment ? On ne peut pas dire qu'il y a du redressement. Il y a des règles. Alors, il y a une interprétation. Le ministère des Finances a sa propre définition de la recherche et de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est le ministère des Finances qui
c'est défini par le ministère des Finances, enfin, en association avec le ministère de la Recherche. Ok? Donc, ça, si vous respectez les règles, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas redressé. D'où l'intérêt de faire un rescrit avant, parce qu'avant, vous avez déjà commencé par dire « j'ai ce projet-là ». Et là, le ministère de la Recherche vous dit « ok, c'est un projet qui rentre dans les clous du crédit impôt recherche ». Ensuite, vous allez faire des déclarations de dépenses. D'accord? Et là, c'est le ministère des Finances qui vous dira ou pas, là on n'est pas d'accord, ou on est d'accord avec cette dépense, elle rentre bien dans l'assiette. Typiquement, les dirigeants ont l'habitude, dans les PME, de se déclarer dans les coûts du crédit impôt recherche, dans les coûts de frais de personnel. Les frais de personnel concernent que les gens qui font réellement de la recherche, c'est-à-dire qui font avancer la connaissance. Donc si vous êtes dirigeant, c'est pas parce que vous faites les réunions, c'est pas parce que vous rédigez des rapports, tout ça, ça rentre pas. C'est pas du temps qui rentre dans l'assiette du crédit impôt recherche. Voilà. Donc vous allez vous faire redresser, évidemment, si vous avez, voilà, c'est classique, les dirigeants qui déclarent 300 heures par an de recherche et développement, pensez que le ministère sait très bien que même si vous travaillez 70 heures par semaine, pardon, vous faites pas, voilà, vous n'avez pas fait 300 heures de R&D, et c'est certainement pas vous qui avez fait avancer le projet, surtout si vous n'avez pas le diplôme. Parce qu'en plus de ça, on regarde aussi la qualification des gens. Vous n'êtes pas ingénieur, pas docteur, c'est compliqué, voilà. Ok, voilà, c'est tout. Donc le redressement, c'est parce que les gens, ils savent pas bien les règles, en fait. Mais il n'y a pas de... Voilà. Puis bon, c'est de l'argent public. Je veux dire, c'est pas choquant qu'il soit contrôlé, et voilà. Ah bah vous avez intérêt à faire attention. Alors vous achetez une reprise, donc le mec il a fait du crédit impôt recherche, vous avez intérêt à vous méfier quoi derrière. Hein. Donc normalement quand vous rachetez, vous mettez des clauses, hein, des garanties, des choses comme ça. Hein. Mais effectivement vous avez intérêt à vous méfier. Hein. Ouais. Hein. Voilà, crédit impôt innovation, donc plus adapté aussi aux PME, ça touche surtout les protos. Donc ça finance les prototypes. 20% des frais engagés dans l'assiette. Crédit impôt recherche, c'est 30% des frais engagés dans l'assiette. C'est en cours. Enfin, on peut normalement commencer à le faire, mais tous les textes ne sont pas établis. Donc maintenant, a priori, c'est le ministère de l'Industrie qui va gérer ces dossiers, enfin, qui va épauler les finances pour qualifier les dossiers. Pareil, vous avez tout intérêt à faire des rescrits. Hein. Enfin, moi, je conseille tout le temps de faire des rescrits. Parce que une fois que vous l'avez fait, que le ministère a dit c'est OK, le ministère des Finances ne peut plus vous dire que tout votre projet n'est pas validé. D'accord ? C'est ça le risque. C'est que, en fait, si le ministre, donc vous avez fait votre déclaration, vous avez un contrôle, et là, ils vont prendre votre projet, ils vont le soumettre au ministère de la Recherche. Et là, si le ministère de la Recherche dit oh, mais non, c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans les critères de l'innovation, alors là, c'est tout qui part. Hein. Ok ? Systématique. C'est une formalité administrative. Enfin, je veux dire, vous décrivez votre truc, vous l'envoyez. C'est dans les 3 mois, 3 mois ou 6 mois. Pas de réponse, c'est bon. Ouais. Ouais. Voilà, j'ai terminé moi.